ferait une bonne idée. L'histoire. All You Need Is Kill est un sonnet de Ryosuke Taguchi et Takashi Obata, publié dans Weekly on Jump en 2014. La Terre a été envahie par des extraterrestres nommés Mimiques. Kiria Kenji va vivre sa première bataille au sein des Forces Unies de défense. Mais il est vite tué après avoir croisé un étrange Mimique. Il va revivre en boucle cette même journée des centaines de chances de mener les troupes à la victoire. Mais aussi des centaines de façons de mourir. Avant d'être un manga et un film, l'histoire d'All You Need Is Kill a d'abord été publiée comme un light novel écrit par Hiroshi Sakusaka et illustré par Yoshitoki Abe. Je n'ai pas lu le light novel, mais mes recherches m'ont indiqué que Taguchi a été plus que fidèle à son histoire et à son univers. On peut considérer que ce qui est dans le light novel est dans le manga sans grande différence. Même Obata s'est largement inspiré du travail précédent de Yoshitoshi Abe pour le design des personnages. Ryosuke Taguchi est né le 20 novembre 1980 sur l'île d'Awase, dans la préfecture d'Hyogo, au centre du Japon. D'abord employé d'une entreprise industrielle. Son père, Michiro Taguchi, a été le maire de la ville de Sumoto de 2006 à 2022. Le petit Ryosuke a eu une enfance normale pour un japonais, s'intéressant au manga à ses heures comme n'importe quel enfant ou adolescent. Il est particulièrement marqué durant son adolescence par les classiques Spirit of Wonders de Kenji Tsuruda et Level E Yoshihiro Togashi. Dans les années 2000, il va avouer avoir été aussi beaucoup influencé par Ocho Kyodai de Choya Oyama. C'est à la fin de ses études au lycée préfectoral de Hyogo Sumoto et durant ses études à l'université Kwansei Kakui qu'il va s'essayer à la création de manga. Et c'est plutôt réussi car son histoire Kaneno Tante Ai est finaliste en 1999 au 41e Kankenshi Manga Award, remis au mangaka amateur par le magazine Shonen Jump. Puis il remporte l'année suivante une mention spéciale au prestigieux prix Tezuka avec Old Seven Remake. Il publie un certain professionnellement. C'est la Furoku Tutanaki Karochi dans Shonen Jump Next en 2010. Histoire dont il va développer le scénario pour en faire Stars avec Miyokawa Masolu au dessin. Le manga raconte la course de l'humanité pour construire un vaisseau spatial permettant de rencontrer une race extraterrestre sur Mars le 16 juillet 2035. Le manga a été publié entre 2011 et 2012 dans Weekly Shonen Jump. C'est donc comme scénariste
que Taguchi s'impose dans le milieu des mangas. Si Ayonir Skill connaît un certain succès en 2014, c'est surtout sa relecture de l'univers de Sanokons Yokoku no Moriarty qui lui apporte vraiment le respect et le succès à partir de 2016. Série toujours en cours dont Hikaru Miyoshi signe les dessins et qui a évidemment eu le droit à sa populaire adaptation en animé, mais sans rien enlever à Ryosuke Taguchi. C'est Taguchi Obata qui est le nom le plus connu du duo dans les grandes lignes, car ce qu'on bien parler un jour de son œuvre la plus connue. Taguchi Obata est né le 11 février 1969 à Niigata, au Japon. Grand amateur du classique Cyborg 009, Obata commence à publier des premières histoires dans le journal de son école élémentaire Higashi Yamanoshita, ainsi que dans celui de son lycée. Il remporte en 1985 le prix Tezuka pour son histoire Gonyaku Konen Shinwa, ce qui lui permet de publier une première série professionnelle en 1989, Cyborg Chanji, les aventures d'un scientifique s'initiant à l'agriculture et se transformant peu à peu en cyborg. Il connaît de premiers réels succès avec Ningyo Shoji Ayasuri Sakon en 1995, qui met en scène les aventures d'un jeune marionnettiste accompagné de sa marionnette magique. Et surtout Igaru no Go en 1998, un classique shonen sur le Go, ses échecs japonais. Mais c'est quand il rencontre l'auteur Chogumi Oba qu'il atteint la célébrité. Il va alors s'imposer comme un des dessinateurs de manga les plus influents des années 2000. Ensemble, Oba et lui ont créé plusieurs séries. D'abord Bakuman en 2008, qui raconte les débuts de deux mangaka amateurs dans le milieu. Et plus récemment, Platinum End en 2015, l'histoire d'un adolescent suicidaire sauvé par un ange qui lui donne le pouvoir de réparer les injustices. Ça rappelle justement leur première collaboration, Death Note. Cette relecture du dieu de la mort est devenue une icône populaire, tant au Japon qu'en Occident. Obata était donc un artiste en pleine gloire quand il a accepté de dessiner Ayonir Skill. Ayonir Skill ne révolutionne rien. C'est un shonen d'action et de science-fiction japonais classique qui se concentre plus sur les scènes de combat et sur l'esthétique précise des mechas que sur son scénario ou son concept de boucle temporelle qui lui apporte une originalité. Le manga s'en tient au code du genre, mais ce n'est pas en soi un défaut. Kiria Kenji est le héros classique de shonen, faible et inexpérimenté au départ, mais qui va par son courage et sa détermination devenir le meilleur soldat sur Terre. Bon, aidé aussi du don de recommencer sa journée éternellement. C'est un personnage vide et sans personnalité, sans motivation concrète, dans lequel le jeune lecteur peut se projeter. C'est un avatar neutre avec lequel n'importe quel lecteur, masculin on s'en doute, peut s'identifier. À son opposé, Rita Vrataski
est la seule adolescente badass, la meilleure soldate au monde, la meilleure combattante. C'est une guerrière froide et sans émotion, démontrant toute la brutalité, la détermination, la force et la martialité des femmes. Une femme forte, comme les mangas savent en présenter. Elle cache en elle une jeune fille fragile et naïve qui aura toujours besoin d'un homme pour faire l'ultime sacrifice. Comme tous les personnages japonais de femmes fortes, contrairement à Kenshi, elle a une histoire et une profondeur scénaristique essentiellement pour que le lecteur puisse s'y attacher. Kiria et Rita sont les classiques héros japonais qui, malgré leurs 14 ans et leur physique racitique, sont les meilleurs soldats au monde. Les personnages secondaires reçoivent un traitement plus que minimal. Jin, le camarade drôle et cervelé de Kiria. Bartholomew, le général brutal et martial, mais avec un cœur d'or. Shasta, la petite nerdette maladroite mais brillante. Le lieutenant Archer Hendricks, le soldat mature et daddy issue de Rita. Ou Rachel, la femme aux courbes généreuses, insouciante et maternelle. Et c'est ceux qui ont droit à un nom. Des stéréotypes faciles à comprendre et qui servent surtout à mettre en valeur les héros pour mettre en lumière la bonté, la droiture et le patriotisme des personnages principaux. C'est un récit de guerre simple avec des extraterrestres qui envahissent la Terre. Rien de compliqué. Et la raison de l'invasion des mimiques n'est jamais vraiment expliquée. Simple malchance cosmique ou colonisation d'une nouvelle planète, ce n'est pas clair. Mais au final, ce n'est pas le plus important. Les mimiques sont des méchants génériques qui ne ressemblent à rien d'humain, qui n'ont même pas une forme claire, où l'on pourrait distinguer la tête et le cucu. Ce sont des créatures inhumaines, des insectes collectifs sans visage, faciles à identifier et à exterminer sans remords. Aucune volonté claire, ni aucune émotion pour compatir, que de la destruction, des bons soldats d'un côté et des méchants monstres de l'autre. Toutes les ficelles scénaristiques sont grosses et très visibles, mais au final, ça fonctionne. Le manga ne fait que 17 chapitres pour 401 pages. C'est court, d'où l'obligation de lire rapidement et de n'expliquer que le minimum. C'est un concept intéressant de boucle temporelle exploité au minimum dans une histoire rythmée et classique. Histoire que le style graphique vif d'Obata sert bien. En 2014, il était au sommet de son art, parfaitement en mesure de créer une série d'actions bien découpées, avec de belles idées de mise en scène. Des fois, l'action est un peu confuse et ressemble plus à une bouillie de pièces mécaniques, mais toujours avec un certain style. Obata utilise bien le découpage et la mise en place des mangas pour exploiter la boucle temporelle sans se répéter et en gardant l'oppression que ça crée ce qu'il y a en un minimum de pages. Ionic Skill s'inscrit dans ces mangas de science-fiction
à l'esthétique réaliste du début des années 2010. Comme Terraformer, Blame et l'éternel Mobile Suit Gundam. Mais surtout, Ion the Skill est un jeu vidéo. Et ce n'est pas un hasard, car Gombarra Mars a été une des grandes sources d'inspiration d'Hiroshi Sakurazaka. Un jeu où l'on meurt un nombre incalculable de fois pour apprendre de ses erreurs et progresser toujours un peu plus. À chaque fois, chaque mort nous donne de l'expérience et permet d'être un guerrier plus fort. Chaque mort est anodine car elle permet d'avancer. Sans parler que comme dans un jeu vidéo, Kelia affronte autant de simples soldats que des boss dans différents niveaux dans une arène définie. C'est exactement Ion Need Skill. Tuer les autres pour progresser, mais se tuer soi-même aussi pour apprendre. Si le manga a connu un succès modeste auprès du public et des critiques, le light novel a été nominé pour le prix du meilleur récit long au Seoul Award de 2005. Le manga a remporté le prix de la meilleure œuvre asiatique au Eisner Awards de 2015. Une version en comics a aussi été créée en 2014, écrite par Nick Mamadas et dessinée par Lee Ferguson. Le light novel a quand même été remarqué aux États-Unis. Vice Media, qui y détenait les droits du roman, a jugé bon de contacter Warner Brothers en 2009 afin de mettre sur pied une adaptation en film. Même si le studio trouvait le sujet du roman difficile à transposer à l'écran, ils ont versé 3 millions de dollars à la maison d'édition pour acquérir les droits du projet et 1 autre million à Dante Harper pour écrire un premier scénario en 2010. Le studio pensait d'abord à Brad Pitt ou à Ryan Gosling pour le rôle principal, mais suite au refus des deux acteurs, ils se sont tournés vers Tom Cruise, qui a suggéré l'actrice anglaise Emily Blunt plutôt que Berenice Bejo envisagée au départ. Et ils ont aussi offert la réalisation à un cinéaste dont la réputation dans les films d'action commençait à se solidifier, Doug Liman. La Terre est envahie par des extraterrestres. En 7 ans, ils ont conquis la plus grande partie du monde. Seule l'Angleterre résiste. Le capitaine William Case, chargé des communications des forces de défense unies, est à l'insu de son plein gré envoyé en première ligne dans la plus grande opération de la guerre pour reprendre la France et toute l'Europe. Il y meurt rapidement, mais se réveille aussitôt posté la veille. Il va revivre en boucle cette journée jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de briser le cycle. Douglas Eric Liman est né le 24 juillet 1965 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Fils d'un influent avocat new-yorkais, il s'initie dès l'enfance au cinéma en réalisant de premiers courts-métrages. Il fréquente à l'adolescence le Centre international de la photographie de New York avant de choisir de continuer ses études en cinéma à l'Université Brown de Providence. Mais avant la fin de son diplôme, il déménage en Californie pour intégrer l'école de cinéma et de télévision
au sein de l'Université du Sud de la Californie à Los Angeles. Étudiant populaire et très impliqué dans divers studios de télévision et de radio amateurs, tant sur la côte ouest que la côte est. Il profite de la fin de ses études et de ses contacts pour réaliser en 1994 un premier long métrage, Getting In. Même s'il est sorti directement en vidéocassette, ça lui apporte une réputation plus que positive dans le milieu du cinéma indépendant. Il fait encore mieux 2 ans plus tard avec Swingers, une comédie noire avec Vince Vaughn et Jon Favreau. Le film va devenir culte et lancer la carrière des 2 acteurs. Lehman obtient un premier vrai succès commercial en 1999 avec Go, un film noir où son talent pour filmer l'action commence à se manifester. Et c'est dans les années 2000 que Doug Lichtman s'impose comme un des réalisateurs de films d'action et commerciaux les plus importants. Grand amateur depuis l'adolescence des romans d'espionnage de Robert Ludlum, Lehman caresse l'idée d'adapter une de ses œuvres racontant la quête d'un homme amnésique poursuivi par des individus qui en veulent à sa vie. Je parle évidemment de Bourne Identity. Malgré son statut de cinéaste indépendant, il réussit à intéresser un studio à son projet et en assurer la réalisation. Il n'a pas fait uniquement un film d'action à grand succès, mais une œuvre qui a changé les films d'espionnage dans les années 2000, imposant des héros plus humains et un style plus brut et immersif. C'est un des films qui a poussé la franchise de James Bond à se moderniser avec l'ère de Daniel Craig, tout en réussissant à faire de Matt Damon un héros de film d'action. Les rapports de Lehman avec Universal ayant été tendus durant le tournage, il n'est que producteur sur les 3 films suivants de la franchise. Lehman prouve que sa formule fonctionne en 2005 avec Mr. et Mrs. Smith et dans une moindre mesure avec le sous-estimé Jumper en 2008, dont ce sera le premier vrai essai dans sa carrière. Lehman propose en 2010 un trailer plus sérieux, Feu Game, qui va l'amener au Festival de Cannes, mais qui a été boudé du grand public. Après le long développement d'Edge of Tomorrow, il retrouve Tom Cruise dans l'excellent American Made en 2017. En 2016, son nom est attaché à un film centré autour du caseur préféré des geeks, Gambit, ainsi qu'une adaptation de Justice League Dark, c'est d'ici. Il devait faire un autre film avec Tom Cruise, tourné dans l'espace, le vrai, durant une mission de SpaceX. Mais aucun de ces projets n'avait le jour. Durant leur développement, Lehman enseigne quelques films oubliables. Il retrouve le succès en 2024 avec l'inutile mais assumé remake de Roadhouse. Anecdote sur le film que je ne savais pas où placer. C'est en 2013, peu avant le Comic-Con de San Diego, que Warner décide de censurer le titre. À l'origine, le film devait se nommer Iron Need is Killed, comme le light novel, mais les gars du studio ont eu peur que le public soit effrayé
par le mot kill du titre et pense qu'il s'adresse à un auditoire plus qu'adulte. Edge of Tomorrow, le rivage du lendemain, leur semblait plus grand public. Ironiquement, il aussi, Sakurazaka, l'auteur du light novel, a eu un problème similaire avec son éditeur qui croyait que le public japonais n'accepterait pas un roman au titre anglais. D'ailleurs, Edge of Tomorrow est souvent présenté comme l'enfant et les étimes, fruit d'une vie de passion folle entre Starship Trooper ou Halo et le jour de la marmotte. Pour l'esthétique et l'ambiance du premier et la peau temporelle du deuxième. Or, le classique d'Harold Ramis est réellement une des inspirations de Sakurazaka pour son light novel, avec deux autres films utilisant le concept de la peau temporelle, soit Turn et Olosai Yatsura ni Beautiful. Étonnamment, Edge of Tomorrow, un jour sans lendemain, au Québec, suit plutôt fidèlement la structure du manga. Certes, le film a déplacé l'action du Japon vers l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Mais c'est cosmétique pour moi. Il utilise sans se connaître quelques scènes clés et des références directes, mais ajoute au récit des muscles, des nerfs et même un peu de graisse. Got something on my face, soldier. Ce qui est surprenant, vu combien chaotique a été l'écriture. Quand Tom Cruise a reçu le scénario de départ de Dante Harper, il trouvait l'histoire et surtout le personnage de Kiria trop éloigné de lui. Et effectivement, malgré tous ses efforts pour ne pas vieillir, Tom Cruise est peu crédible en jeune soldat de 20 ans. Il a donc référé le scénariste Christopher McQuarrie pour écrire le scénario. McQuarrie qui s'est fait connaître dans les années 90 en écrivant la plupart des scénarios des films de Bryan Singer, dont Valkyrie, où il a rencontré Cruise. McQuarrie qui a depuis écrit et réalisé les 4 derniers Mission Impossible, les 2 Jack Reacher, et signé le scénario de Top Gun Maverick. Maintenant que le scénario est au goût de M. Cruise, c'est Doug Liman qui demande une réécriture. Travail qu'il a confié aux frères Jess et John Henry Butterworth, avec qui il venait de travailler sur Fergate, dramaturge reconnu. Les Butterworth cumulent autant d'excellents films comme Black Mass, Spectre et Ford vs Ferrari, comme les navets de Las Legion, le 5e Indiana Jones et le dernier Blanche-Neige. Toutes ces réécritures expliquent probablement pourquoi le film est assez fidèle au manga dans ses 2 premiers tiers et offre un 3e tiers assez différent. Déjà, le film s'ouvre et présente la guerre que livre l'humanité par des journaux télévisés qui forment une progression de la chute des météorites ayant amené les mimiques sur Terre, de leur invasion, des premières défaites de l'humanité, de l'arrivée de leur exosquelette et des premières victoires. Du mythe de l'ange de Verdun, Rita Vrataski, du travail de William Case comme relationniste pour l'armée, jusqu'aux préparatifs
de la contre-offensive finale de l'humanité. En quelques minutes et de façon fluide et naturelle, le spectateur sait ce qu'il a à savoir sur ce qui est arrivé, quelles menaces l'humanité affronte, qui sont les personnages principaux et où ils en sont quand le récit commence. Le manga fait la même chose, mais avec des blocs de texte plus drames et de façon plus dispersée. Le film est plus cohérent et réaliste que le manga. Ça reste de la science-fiction avec Tom Cruise qui affronte à presque lui seul une armée d'extraterrestres. Mais il y a une progression dans une énergie chaotique de guerre et des combinaisons externes qui ressemblent à de l'équipement militaire et non pas au fantasme de mecha d'un otaku. Sans surprise, Tom Cruise a insisté pour que les acteurs portent de vraies combinaisons qui pesaient autour de 90 livres pour les plus complètes, 120 livres avec les armes. Au grand désespoir d'Emily Bloom, moins habituée à ce genre de jeu physique et accessoirement enceinte durant le tournage. Par contre, l'épée de Rita dans le film n'est jamais justifiée, à part qu'une soldate avec une grosse épée secoue. Dans le manga, Rita et Kilia utilisent des haches, car les armes à feu sont inefficaces sur les mimiques et les fusils à pieu qu'utilisent les soldats pas assez fiables. L'épée de Rita est clairement une référence à cela, qui ne dérange pas l'histoire, mais fait un peu tâche. Le film nous fait voyager de l'Angleterre à la France, jusqu'en Allemagne, de la plage aux montagnes, de la ville au parking de caravanes, de Londres à Paris, en passant par Roubaix, et des ambiances différentes qui marquent l'évolution du récit. Le manga, lui, offre des décors plus génériques et des scènes de bataille plus anonymes. Parlons de scènes de bataille. Les mimiques du film et du manga sont très semblables dans leur personnalité. Ça reste une meute de monstres sans identité. Leur design est plus cohérent dans le film. Ça a été un long processus pour trouver une forme idéale, mais leur mélange de caractéristiques animales et mécaniques leur donne, plus que dans le manga, l'air d'une vraie forme de vie fonctionnelle. Les mimiques ressemblent aussi beaucoup aux sentinelles de Matrice, mais je suis certain que c'est une coïncidence. L'objectif des mimiques n'est pas plus clair que dans le manga. Le film le souligne lui-même, mais il use de plus de stratégie et d'intelligence. Dans le film, ce n'est pas qu'une force brute, c'est une vraie armée. Tous ces aspects sont évidemment aidés par la réalisation efficace de Doug Liman. Son style ne bouleverse rien, mais est parfaitement maîtrisé pour rythmer le récit. Liman transpose parfaitement l'attention avant le grand débarquement, monte parfaitement le chaos pendant et installe parfaitement la menace omniprésente, même quand les soldats pensent avoir traversé le pire et être en sécurité. Ce n'est pas pour rien que cette scène en particulier est rentrée
dans la culture populaire. Le reste du film n'est pas toujours aussi inventif, mais fonctionne très bien. Évidemment, Lehman maîtrise le concept de répétition de scène pour figurer la boucle temporelle sans que ça soit répétitif, en sensant un petit détail et en gardant à chaque fois que les éléments les plus importants ou en jouant graduellement avec l'impression de déjà-vu pour faire comprendre aux spectateurs que ce n'est pas la première fois que les personnages vivent la scène. Le manga le fait bien aussi, mais est des fois plus confus et moins subtil. Surtout, et c'est primordial, dans un film d'action, Lehman économise bien ses personnages. William Cage a plus de personnalité et de profondeur en 3 minutes dans le film que dans tout le manga. On le voit d'abord dans des interventions dans les médias pour montrer que c'est un homme d'image. Puis, quand on le voit en vrai, il dort comme si toute la guerre ne le concernait pas. Il passe ensuite de la séduction à la lâcheté pour bien montrer que c'est un opportuniste qui fuit les champs de bataille. Champs de bataille qu'il va devoir fatalement affronter. Ça permet à Cage de tranquillement prendre en courage dans le film pour devenir un vrai héros. Qu'il y a dans le manga est nettement plus simpliste. Kiriya est le héros japonais classique, un jeune homme sans talent qui s'améliore par son travail et son courage. Cage est un anti-héros américain classique, un connard arrogant, lâche et prétentieux que tout le monde déteste, qui doit apprendre l'humilité, devient graduellement plus courageux et devient un vrai frère d'armes. Ironiquement, c'est l'inverse pour Rita. Dans le film, nous voyons au départ que le mythe de la soldate invincible. Puis Rita de dos avec ses soldats, les dominant comme la guerrière badass qu'elle est. Quand on la voit de face, c'est totalement perdu et confuse, preuve que le débarquement va très mal. Mais jamais elle n'a l'histoire et le cheminement de sa version papier. Rita sert surtout de mentor à Cage. Elle lui montre le chemin, elle le forme et lui sert d'arme au départ, avant que Cage, un bon héros américain, la surpasse et devienne pleinement un héros. Car, contrairement au manga, Rita, dans le film, n'a pas de pouvoir de la boucle temporelle. Elle l'a eu, mais l'a perdu. Ça fait en sorte que tout l'espoir et la pression reposent sur Cage, qui peut encore moins se défiler. Et ça rend ce pouvoir temporaire. Donc, ça laisse Cage vulnérable, car il ne sait pas combien de sens il aura. Il redevient mortel. Donc, ça ajoute un enjeu et une tension dramatique. Les autres personnages du film ne sont pas des équivalents de ceux du manga, mais de simples interlocuteurs stéréotypés servant à faire avancer l'histoire et ayant chacun un simple rôle à tenir. Rien de plus. Sans avoir été le succès de l'année, Edge of Tomorrow a été apprécié du public comme des critiques, malgré un box-office décevant aux États-Unis. Il a bien fonctionné à l'international
particulièrement en signe, remboursant son budget et prouvant que Tom Cruise pouvait encore être une bonne valeur au box-office après un creux dans sa carrière. Doug Liman travaille depuis 2016 sur une suite en série nommée Live Dead Repeat, mais le projet reste en développement. Par contre, le studio 4 degrés Celsius propose en 2025 un film d'animation s'inspirant du light novel, racontant une histoire parallèle. Au final, Edge of Tomorrow et I O'Neill Eskil ne révolutionnent rien dans leurs médias respectifs, mais offrent un divertissement de qualité et efficace. Chacun essaie de profiter de la popularité du light novel dans son pays avec son propre angle. Le manga est plus fidèle au roman et va à l'essentiel sans perdre de temps, là où le film garde le concept mais approfondit l'univers et corrige certaines lacunes du récit originel, mais prend aussi beaucoup de liberté pour être plus conforme au goût des publics occidentaux. Ce sont surtout deux œuvres qui ont été élevées par le talent au-dessus de la moyenne de leurs créateurs pour aller un peu plus loin que les stéréotypes du genre et créer deux œuvres qui sont restées dans la mémoire des hommes. Arigato.